Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Glow Up, l'accélérateur de talents féminins qui met à l'honneur les femmes qui entreprennent sur la région toulousaine. Je suis Maëlys, membre de la team Glow Up et j'interviewe des femmes inspirantes et audacieuses. Chez Glow Up, nous avons une mission, vous aider dans vos démarches et vous soutenir dans vos projets à travers des formations et événements réseautage. En reconversion professionnelle pour certaines, jeunes mamans pour d'autres ou encore à la sortie de leurs études, elles ont tout un point commun. La volonté d'entreprendre et de faire de leur passion leur métier à temps plein. Dans ce podcast, vous retrouverez des témoignages, des conseils et des informations essentielles pour entreprendre. Nos invités vous parlent de leurs expériences, de leurs difficultés et de leurs méthodes pour réussir à développer leurs projets professionnels et personnels. Un endroit bienveillant où on échange et apprend de nous-mêmes, toujours avec audace. Dans la vie comme en affaires, tout ne se déroule pas toujours comme prévu. On ne le dira jamais assez, mais l'échec est normal et n'a rien de définitif. Partie prenante de la vie d'un entrepreneur, il doit être abordé comme une expérience et non comme un barrage infranchissable. Pour vous aider à vous relever après ce revers entrepreneurial et vous donner quelques conseils pour rebondir, je partage aujourd'hui le micro avec des invités assez spéciales. Vous l'aurez peut-être deviné ou tout simplement lu dans la description, la team Glow Up est au complet aujourd'hui pour enregistrer ce 10e épisode. Caroline, fondatrice de Glow Up, et Stéphanie, chargée de formation chez nous, sont venues aujourd'hui ici pour parler de la vie après l'entrepreneuriat ou de comment rebondir après le non-aboutissement de son projet entrepreneurial. Bonjour Caroline, bonjour Stéphanie. Bonjour Maëlys. Merci aujourd'hui de partager le micro avec moi. La team Glow Up est donc aujourd'hui au complet. On va tout simplement commencer par les présentations. Parlez-nous un petit peu de votre parcours individuel et de votre activité d'aujourd'hui. Ok, je me lance. Merci Stéphanie. Donc voilà, moi je suis aujourd'hui assistante pédagogique administrative au sein de Glow Up. J'ai eu plusieurs vies dans ma vie. Une des plus grandes expériences a été de travailler donc en CCI, où j'accompagnais les structures touristiques à se développer. J'ai adoré mon métier, vraiment, pendant des années, mais malheureusement, au fil du temps, ça ne correspondait plus à mes valeurs, plus à mes envies. Il y avait un management qui ne me convenait plus, et sans m'en rendre compte, j'ai glissé vers le burn-out. Donc, avec différentes aides, j'ai pu quitter l'entreprise. Et là, je me suis juré, plus jamais de ma vie, je serai en CDI. Plus jamais de ma vie, je serai salariée. Et du coup, je me suis dit, voilà, maintenant, j'ai envie de liberté, j'ai envie de faire les choses comme j'ai envie. Et je me suis lancée à mon compte et j'ai créé mon entreprise. Donc, on y reviendra plus tard, mais de wedding planner, donc mon jour parfait. Et la vie a fait que, malheureusement, tout n'est pas aussi facile. Et voilà, j'ai arrêté l'activité pour différentes raisons, mais je pense qu'on en parlera plus tard dans l'émission. Caroline, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours et de l'activité chez Glow Up aujourd'hui ? Moi, avant d'être fondatrice de Glow Up, j'ai eu un parcours qui n'a pas été un long fleuve tranquille, notamment au niveau de mes études, puisque du coup, je me suis beaucoup cherchée, j'ai surtout cherché ma voie. En fait, pour moi, c'est pas concevable de faire un métier ou des études qui ne me plaisaient pas à 100%. Du coup, j'ai testé pas mal de choses et en gros, entre mes 18 ans, l'âge auquel j'ai commencé mes études, et mes 29 ans, j'ai à peu près alterné à chaque fois 2 ans d'études, 2 ans de travail. Donc, ça s'est fini par un master banque et finance en alternance que j'ai fait de mes 27 à 29 ans à peu près. Donc, j'ai terminé il y a 4 ans. Et suite à ça, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat puisque force était de constater que je ne trouvais ma place absolument nulle part. Voilà, donc je me suis dit, je vais créer mon propre métier et a priori, ce sera mieux. Et du coup, parlez-nous un petit peu de votre premier projet entrepreneurial. Comment ça s'est déroulé ? Qu'est-ce que c'était déjà ? Et est-ce que du coup, celui-ci a été fructueux ou alors est-ce que vous avez déjà vécu ce fameux échec entrepreneurial, comme on peut l'appeler, je vais le mettre entre guillemets, l'échec entrepreneurial, parce qu'on en reparlera après. Stéphanie, tu me parlais tout à l'heure de ton activité, donc wedding planner. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, un petit peu comment ça s'est déroulé pour toi ? Oui, alors du coup, je me suis retrouvée donc au chômage, et c'est vrai que je cherchais du coup à me reconvertir vers autre chose, mais surtout pas en salariat. Non, j'étais Absolument pas. J'étais vraiment focus sur ça, j'étais un peu dingo. Et puis c'est vrai que voilà, j'ai repris un peu ce que j'aimais faire par le passé, et j'ai toujours aimé les tableaux Excel, j'ai toujours aimé les post-it, et je pense qu'une partie de moi a toujours aussi un peu aimé driver, diriger un peu tout ça. Et c'est vrai que voilà, en regardant différentes choses, je me suis dit, voilà, aussi la petite histoire, c'est que ma sœur s'était mariée donc 10 ans auparavant. Je l'avais accompagnée dans ce projet, mais c'est vrai que c'est pas un métier dont on parlait beaucoup encore à l'époque en France, et encore moins dans ma famille, puisqu'être à son compte, c'était pas possible. Enfin, moi, j'ai des parents qui ont vécu, qui ont bossé toute leur vie dans la même entreprise, et tous les deux ensemble aussi, en 40 ans, donc on n'avait pas cette fibre, du coup, d'entrepreneur. Et voilà, et en regardant un petit peu autour de moi, je me suis dit, ouais, ce métier-là pourrait m'intéresser, parce que justement, on est amené à être très carré, à avoir des tableaux Excel, des post-it. Donc ça
tableaux Excel. C'est ça, ça me convenait. Et puis voilà, ce côté mariage qui fait quand même, on va pas se Qui fait mentir, rêver, ça c'est sûr. Ouais. voilà. Et voilà, j'ai fait différentes recherches pour me former, donc je me suis formée à ce métier et je me suis lancée. Enfin, je me suis formée au métier, mais aussi je me suis formée sur comment créer une entreprise. Bien que dans mon passé, j'ai été amenée à accompagner les structures à se développer et à se lancer, quand c'est pour soi, on le voit quand même différemment aussi, donc on veut quand même se former. La formation, c'est quand même hyper important. Je ne le dirai pas encore moi aujourd'hui. Donc voilà, un petit peu comment tout ça est né. Et donc voilà, je me suis lancée. J'ai monté mon projet, j'ai créé mon nom, mon logo, mon réseau. J'ai adoré faire tout ça, ma communication. Donc à ce moment-là, tu t'es vraiment lancée en tant qu'entrepreneur. Alors oui, c'est ça. Ouais. J'étais en société. Ok. Donc j'avais les statuts, j'étais en SASU. Donc là, j'étais vraiment lancée. Mon nom était déposé à l'INPI, j'avais tout lancé. Et puis c'est vrai que j'étais seule, célibataire et sans enfant. Et malgré tout, il faut quand même pouvoir remplir le frigo à la fin du mois. Et même si le Pôle emploi permet quand même d'avoir quelques aides, ça correspond pas toujours non plus à nos besoins. Et donc j'ai commencé à travailler à côté, un emploi salarié pour le coup, mais qui était vraiment alimentaire. Je me disais pas, c'est un projet de vie, voilà, c'était vraiment alimentaire. Et mine de rien, quand on n'est pas forcément à 100% dans ce que l'on fait, c'est pas toujours évident, enfin du moins dans mon cas, de pouvoir développer comme on a envie l'activité. Mais voilà, mais j'adorais ce que je faisais, j'adorais faire des rencontres, j'adorais faire des shootings photos, c'est vraiment, ça me passionnait, ce côté chef d'orchestre que j'avais du coup à ce moment-là, de driver un peu les différents prestataires. Mais le côté commercial, j'avais quand même plus de difficultés aussi, voilà, à aller vers les gens, à bien me vendre entre guillemets. Voilà, donc c'était plus difficile. Au fur et à mesure, là, j'ai commencé un peu à baisser les bras et à me dire qu'en fait, ce que j'avais le plus aimé dans tout ça, c'est pas forcément le côté commercial, mais c'était le côté projet. Gérer un projet, c'est ce qui m'avait passionné en fait. Et je me suis rendu compte que j'étais arrivée à ce que je voulais faire. Et maintenant que je l'avais fait, what next? Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à me dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? D'accord. Voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui, du coup, ce projet-là, il n'a pas abouti. C'est une activité que tu as complètement arrêtée. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, il n'a pas abouti. Alors j'ai fait les salons du mariage, j'ai eu des rendez-vous et des clients bien sûr. Mais je pense qu'au fond de moi, c'est un métier que j'ai idéalisé, parce que comme on disait tout à l'heure, là, c'est très glamour, c'est très paillettes, sauf que l'envers du décor est totalement différent aussi. J'avais une vision aussi un petit peu plus rock'n'roll du métier, j'avais envie de sortir sentier battu, sauf que malheureusement en France, on est quand même très tradis encore sur le mariage, et il y a pas mal de choses où je ne me retrouvais pas avec mes futurs mariés, parce que très tradis, voilà, il est très mignon et tout, il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà, c'était pas ce vers quoi je voulais aller, et surtout le plus dur pour moi, vraiment, ça a été d'être seule, malgré tout. Même si on est accompagné par différents réseaux et tout, je savais pas vraiment par quel bout commencer, par quel bout le prendre, qu'est-ce que je fais en premier pour me développer, comment est-ce que je vais communiquer, voilà. Donc je pense que j'ai besoin d'un cadre. Malgré tout, il me faut un cadre, et c'est ça aussi qui a fait que j'ai un peu baissé les bras, parce que je courais dans tous les sens, mais pas dans le bon, je pense. Donc... C'est bien imagé, en tout cas. Ouais. Voilà, donc voilà, différentes choses, et c'est vrai que, voilà, j'avais le métier, le boulot salarié à côté, différentes choses qui ont fait que, et puis en parallèle de ça, donc arrive Monsieur Covid, donc ce qui n'a pas forcément aidé du tout l'univers de l'événementiel, et donc je pense que ça a été l'élément déclencheur de me dire on va arrêter les bêtises, on va arrêter de s'acharner sur quelque chose qui ne prendra pas, puisque au-delà de ça, c'était moi aussi qui n'avais plus cette envie-là, puisque c'était juste, je pense, me prouver que je pouvais le faire par rapport à mon échec, par rapport à ce qui s'était passé dans mon passé, donc c'était plus me prouver que je pouvais faire des choses, et je me le suis prouvé, et quelque part, c'était bien aussi, quoi. Caroline, du coup, parle-nous un petit peu de toi. Est-ce que, donc déjà avant Glow Up, tu as eu des projets entrepreneuriaux? Ouais. Et après, du coup, parle-nous un petit peu de Glow Up, l'idée, etc. Alors du coup, moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai terminé mon master banque et finance en alternance. Et en fait, je me plaisais pas du tout dans ce que je faisais. J'adorais en fait le domaine bancaire, j'y avais travaillé déjà plusieurs années auparavant, mais le côté ultra commercial me convenait pas du tout. Donc déjà, j'ai été hyper déçue parce que j'avais repris mes études à 27 ans. Alors ça peut paraître jeune, mais quand on a cet âge-là, on est déjà beaucoup plus vieux que toute la classe, donc c'est déjà un gros effort. Et du coup, j'ai un peu déchanté quand même d'avoir repris mes études pendant 2 ans et tout ça un peu pour rien entre guillemets. Et donc en fait, je me suis dit, qui dit fin de contrat dit droit au chômage, donc je vais en profiter pour me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui m'a toujours fait envie, étant donné que je peux bénéficier du chômage. Le problème était que j'avais pas forcément une idée précise ou un domaine d'expertise qui me permettait de créer une entreprise liée à ce que je savais vraiment faire en fait, à mon cœur de métier. Donc je me revois une
après-midi en train de brainstormer sur ce que je pourrais faire par rapport à ce que j'aimais, etc. Moi, je suis une passionnée de voyage, donc au début, je me suis d'abord j'ai orienté ma réflexion autour de ça. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était pas un modèle économique qui était viable. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis dit, pourquoi pas lancer une boutique en ligne de prêt-à-porter. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, j'ai créé une boutique en ligne de prêt-à-porter féminin, ce qui veut dire que j'achetais et je revendais des vêtements, en fait, tout simplement. Mais je me reconnais énormément dans ce que Stéphanie a dit sur le côté gérer un projet de A à Z. Moi, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire et ce qui m'a passionnée. Donc tout comme l'a dit Stéphanie, en fait, trouver un nom, créer son identité visuelle, gérer ses réseaux sociaux, créer son site internet. Après, j'allais sourcer les vêtements, j'organisais les shootings photos, je faisais les envois. Enfin, tout ça, c'était génial, en fait. Ça m'a énormément appris. Et puis en plus, avant ça, en fait, quand je brainstormais, je me voyais déjà connaître un succès énorme. En fait, je pense que tous, quand on a une idée en tête, on se dit ça va être l'idée du siècle, je vais réussir, je vais trop bien marcher. En fait, à l'époque, il n'y avait pas tant de boutiques en ligne de vêtements que ça, qu'il y en a aujourd'hui. Et surtout, aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceuses en fait, qui se reconvertissent, qui créent ça en parallèle de l'influence pour générer des revenus, donc qui ont leur boutique en ligne. À l'époque, il y en avait vraiment très peu, mais il y en avait une en particulier que je suivais, et je voyais quand elle sortait ses collections, je sais pas, peut-être une fois par mois, ça avait tellement de succès qu'en fait, en une soirée, elle était sold out, et moi, je me disais que en fait, j'allais connaître le même succès qu'elle, mais en fait, pas du tout, parce qu'elle avait bien sûr sa communauté, elle était super connue, et voilà, bon, j'ai très vite déchanté. Au final, ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais à récupérer, en fait, en gros, le prix que j'avais acheté les vêtements, mais entre les soldes, etc., je faisais quasiment pas de marge et j'arrivais pas à écouler tout mon stock. Et puis en plus, le produit en lui-même ne me plaisait pas tant que ça finalement. Acheter, revendre des vêtements, c'est pas terrible quoi. On a plein de retours et puis je pense que j'étais pas vraiment alignée avec ça non plus parce que c'est quand même des vêtements qui sont fabriqués en Chine, qu'on voit partout ailleurs. Enfin voilà, en fait, j'ai adoré ce côté gestion de projet, mais vraiment exactement comme a dit Steph. En fait, une fois que ça a été fait, que ça a été mis en place, ça marchait pas énormément, mais je pense qu'en fait je faisais peut-être finalement en sorte aussi que ça marche pas énormément parce que ça me plaisait pas en fait. Enfin, j'adorais le côté gestion de projet, mais voilà, pas convaincue par le produit, la finalité en fait en elle-même. De fil en aiguille, en fait, au bout d'un an, je me suis dit que ça servait à rien de continuer parce que c'est quand même un investissement puisqu'à chaque fois il faut acheter les vêtements pour être sûr. Enfin, il faut quand même être sûr de les revendre derrière parce que plus t'achètes, plus t'as du stock. Si tu le vends pas, forcément c'est de l'argent vraiment perdu en plus. Donc du coup voilà, j'ai arrêté au bout d'un an et il s'est passé pas mal de choses après. J'ai commencé à créer le réseau Les Toulousaines Audacieuses. En parallèle, de par en fait tout ce que j'avais appris, j'ai commencé à accompagner d'autres entrepreneurs sur la partie stratégie de communication digitale. Et voilà, après c'est l'histoire de Glow Up qui a grossi. Et du coup, on a un petit peu rebondi sur justement pourquoi vous pensiez que votre activité elle avait pas fonctionné. Est-ce que vous à ce moment-là, vous avez senti ce non-fonctionnement comme un échec vraiment, ou alors justement ça vous a permis de rebondir sur autre chose? Steph, est-ce que t'as senti vraiment ça comme un vrai échec ou au contraire ça t'a permis de... Comme je disais, je pense que vraiment une part de moi, alors c'est fou ce que je vais dire, mais savait dès le début que en fait je disais souvent aux gens quand je parlais de mon projet, et si ça marche pas c'est pas grave. Donc tu peux pas commencer dans la vie d'entrepreneur en disant ça marche pas c'est pas grave. C'est qu'une part de toi sait que c'est pas... Je disais la même chose moi aussi. Ah ouais? C'est dingue quand même. Je suis qu'on soit connectés aujourd'hui. Je vois qu'on a 2 cerveaux en un aujourd'hui. Mais voilà, donc déjà quand t'as ces propos-là, tu sais au fond de toi que t'es pas convaincu à 100% de ce que tu fais. Comme je disais, voilà, c'est vraiment, je pense, j'avais besoin de me prouver à ce moment-là que je pouvais faire plein de choses. Parce que j'avais été dévalorisée, enfin voilà, donc j'avais besoin de me prouver ça. Donc du coup, j'ai pas forcément ce sentiment d'échec. Je pars du principe que m'acharner n'était pas forcément la solution non plus. Ni pour moi, ni pour mes clients, ni pour personne. Et je sais qu'à un moment donné, je voulais déjà autre chose. Et je suis quelqu'un où là, il y a plein d'idées tout le temps. J'avais déjà des idées autres de projets à mener à bien. Alors comment, je ne sais pas. Mais voilà, donc je disais, il faut que je me calme un peu, détends-toi sur les projets, parce qu'à un moment donné, il va falloir quand même t'amener un à bien. Mais c'est mon identité, c'est comme ça que je suis, c'est ma façon de fonctionner. Mais le plus dur pour moi, dans tout ça, ça a quand même été quand il a fallu que je coupe Instagram. Je vais créer un super, j'espère, un joli Instagram, un joli fil Instagram, tout ça, et des stories. J'étais pas mal suivie aussi sur ce réseau.
j'avais un site internet qui me plaisait énormément, je faisais beaucoup de shooting photo, et c'était plus ça qui a été dur pour moi, d'arrêter cette partie-là qui me plaisait, que j'avais adoré faire, plus que vraiment l'activité en elle-même. Voilà, c'était Oui, puis en ça. plus, arrêter complètement les réseaux, là, pour le coup, l'enlever, c'était vraiment la coupure Oui, définitive. ouais. C'est ça, et en fait, je disais souvent, et enfin là, c'était mon jour parfait, c'était mon bébé, en fait, c'est mon premier bébé. Oui, c'est normal. D'ailleurs, voilà, j'en ai pas d'autres, ni physiquement, voilà, peu importe. Voilà, mais ça a été dur, comme si je l'abandonnais, en fait. Voilà. Mais tu passes un peu par une phase de deuil, finalement. Totalement. C'est quelque chose qui s'arrête, comme une relation ou autre, quoi. C'est ça, et encore, enfin, tu vois, le site internet, c'est que j'avais un délai par rapport à un nom de domaine qui s'arrêtait, etc., donc je n'avais pas payé encore pour, voilà. Mais Insta, vu que c'était gratuit, je pouvais le garder aussi longtemps que je voulais, mais il n'y avait aucun intérêt, enfin, je continuais à être suivie par des gens, mais je postais plus, enfin, voilà. Mais c'est vrai que ça a été, faire mon deuil d'Instagram, ça a été compliqué, ouais. Je pense que c'est un peu violent, entre guillemets, finalement, quand t'arrêtes un projet, comme tu dis, que t'as fait naître et qui t'a animé quand même plusieurs années. Ouais, c'est ça. Forcément, c'est compliqué. Et je pense d'ailleurs qu'on le voit aussi, nous, au quotidien, comme on accompagne des entrepreneurs, qu'on les côtoie dans le club, etc. Je pense que c'est vraiment la partie vraiment la plus compliquée. C'est d'accepter, en fait, qu'à un moment, il faut arrêter. Oui. Et ça, je pense que c'est hyper dur, en fait, et qu'on a toujours envie de continuer. On se dit souvent, oui, mais si je continue, je vais continuer mes efforts, ça va finir par marcher. Et je pense que c'est vraiment ça qui est le plus dur, en fait, dans le fait d'arrêter un projet. Et après, le jour où t'arrêtes tout, effectivement, c'est super dur. Après, je sais pas aussi le fait que ça soit le premier projet. Des fois, peut-être que c'est plus dur aussi à accepter que le premier projet entrepreneurial, il marche pas. Parce qu'une fois qu'on se dit, bon, le premier n'a pas fonctionné, le deuxième, on verra s'il fonctionne, c'est peut-être la pilule passe plus facilement. Alors que quand c'est vraiment le premier, comme tu disais, Steph, c'est vraiment ton bébé, c'est vraiment ton premier projet, etc. C'est un peu aussi la preuve que tu as pu te lancer dedans et que tu en es capable. Peut-être plus dur aussi d'accepter. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a aussi, d'une part, je pense, le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de nous ? C'est-à-dire qu'on a quitté le salariat d'une façon ou d'une autre pour se lancer. Donc, montrer au grand jour que ça n'a pas marché, je pense que c'est quand même déjà compliqué. Enfin, on se montre hyper vulnérable, en fait, en disant, voilà, j'arrête, ça n'a pas fonctionné. Et puis, même pour soi, en fait, pour son ego, je pense que c'est quand même un peu dur, quoi, de se dire, voilà, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Après, comme disait Steph, elle l'a pas vécu comme un échec et c'est tant mieux parce que je pense que pour certaines personnes c'est plus compliqué que d'autres. Du coup j'en profite pour et du coup pour ta boutique, toi, est-ce que tu as vécu ça comme un échec et est-ce que justement enfin, comment t'en es venue justement aussi à avoir l'idée de monter les Toulousaines Audacieuses après par la suite ? Est-ce que ça a découlé très rapidement ou alors vraiment il y a une coupure entre les deux ? Du coup moi je l'ai pas du tout vécu comme un échec. Comme le disait Steph, je me suis vraiment sentie presque libérée parce que en gros je sentais que ce projet c'était pas celui dans lequel j'avais vraiment ma place et celui pour lequel j'avais vraiment des choses à apporter. Donc en fait je pense que c'était plus une libération de me dire bon ok, ça c'est derrière et maintenant je peux me consacrer à autre chose. Et c'est surtout que ça m'a énormément appris en fait. Enfin si j'étais pas passée par ce projet là, jamais, je peux pas dire jamais, mais je pense que je n'aurais pas eu l'idée de me former au marketing digital, à l'entrepreneuriat, enfin j'en serais jamais arrivée en fait là où j'en suis aujourd'hui. C'est ce projet là qui m'a permis d'acquérir toutes ces compétences et de m'ouvrir à l'entrepreneuriat comme ça. Et surtout, ça me permet de rebondir après sur comment j'ai créé les Toulousaines Audacieuses, c'est que surtout ça m'a permis de rencontrer des personnes extraordinaires. En fait, depuis que je suis entrepreneur, je rencontre du coup au quotidien des femmes qui sont passionnées par ce qu'elles font. Et ça, je trouve que en fait, quand t'échanges avec quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, par ce qu'elle fait, c'est juste incroyable et t'apprends énormément en fait. Voilà, une des choses qui m'a vraiment le plus marquée en me lançant dans l'entrepreneuriat, c'est ces rencontres qu'on peut faire et toutes ces personnes que j'ai rencontrées depuis. Et en fait, c'est en rencontrant justement ces personnes et en assistant aussi à des événements réseautage en parallèle de mon activité, quand j'avais la boutique, que je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire sur le côté réseautage. Et donc, je suis partie un peu de rien un jour en me disant, j'ai assisté à des événements réseautage, c'est incroyable, je pense, tout ce que ça peut apporter humainement, en termes de business, etc. Mais il n'y a pas de réseau qui corresponde vraiment à mes envies, à mes besoins, un réseau sur lequel on peut s'inscrire dans la durée, plutôt basé sur l'entraide et la bienveillance que sur le côté business, etc. Donc je me suis dit, je vais organiser en fait un événement et je vais voir ce qui se passe derrière. Et en fait, dès le premier événement, ça a cartonné en fait. Le premier événement, on n'était que 8 ou 9 sur 15 personnes, mais dès le deuxième événement, en fait, le bouche à oreille a fait son effet.
Et du coup, je me suis dit là, il y a vraiment quelque chose à faire et je vais commencer à organiser des événements de façon de plus en plus récurrente. Et en fait, c'est comme ça que les Toulousaines Audacieuses étaient nées. Donc, bien sûr, si j'étais pas passée par ce premier projet entrepreneurial, jamais de ma vie j'aurais eu l'idée de lancer un réseau et Glow Up n'existerait pas. Donc au final, vraiment, cet échec qui t'a permis de rebondir sur, Oui. sur les Toulousaines Audacieuses et après sur ce que tu fais aujourd'hui. Du coup, au final, t'en as tiré une bonne expérience de cet échec. Enfin, si on peut appeler ça comme un échec au final, parce que... Ouais, bien sûr, pour moi c'est énorme ce que ça m'a apporté en fait, parce que si j'étais pas passée par là, je pense que je serais probablement encore en train de chercher ma voie en fait. Et puis ce que ça m'a apporté aussi, c'est de me dire on n'est pas obligé de reprendre des études et de faire des études à chaque fois pour réussir à trouver une activité qui nous plaît et surtout pour être légitime en fait dans ce qu'on fait, parce qu'aujourd'hui j'ai animé plein de formations sur les réseaux sociaux, stratégie digitale pour les entrepreneurs, etc. Et je me sens compétente dans ce que je fais alors que je n'ai aucun diplôme lié au marketing digital. J'ai appris sur le tas et en étant au contact justement des entrepreneurs, et au final je pense que parmi les auditrices il y en a pas mal qui ont suivi l'atelier Instagram, puisque du coup il y a un atelier Instagram que j'ai commencé à animer il y a quelques années. Je crois qu'en tout j'en ai organisé une douzaine avec à chaque fois 10 participantes, donc si on fait le calcul c'est énorme le nombre de participantes qui ont assisté à cet atelier, et à chaque fois j'ai eu des retours hyper positifs, parce qu'en fait c'était un atelier Insta qui s'adressait vraiment aux entrepreneurs, et donc on n'apprenait pas de la théorie sur les réseaux sociaux mais vraiment de la mise en pratique, comment est-ce qu'on met en avant son activité quand on est entrepreneur sur Instagram. Et du coup voilà, tout ça pour dire que effectivement ça m'a aussi appris cette belle leçon, et que j'hésite pas à dire aux personnes que je croise autour de moi, c'est que en fait les études finalement, oui c'est bien de faire des études, mais c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études dans un certain domaine qu'on ne peut pas se lancer dans ce domaine-là. Et ça c'est hyper important aussi je trouve comme leçon à apprendre. Et Steph, toi du coup, comment t'as vécu après du coup après ton projet entrepreneurial qui n'a pas abouti? Qu'est-ce que t'en as tiré de cette expérience? Tu me disais tout à l'heure que t'as pas vraiment vécu ça comme un échec. Qu'est-ce que t'en as tiré aujourd'hui? Et surtout, comment t'as rebondi après cet échec? Ouais, j'ai appris énormément de choses sur moi, sur ma capacité à déjà aller vers les gens. Quand on est sur un salon du mariage, il faut faire sa place aussi. Donc c'est voilà, et moi qui suis quand même malgré tout, je suis assez réservée. Donc il faut aller chercher les gens, leur faire comprendre qu'on est là, super, wedding planner. Surtout que c'est pas un métier encore trop. On avait une image très luxe, très chère et compagnie. Pareil, quand il faut prospecter, ne serait-ce qu'aller voir des prestataires pour les rencontrer, on prend le téléphone, on les appelle, et sincèrement, c'est pas facile. Et tu le fais, t'as pas le choix que de le faire. Donc là, j'ai beaucoup appris sur moi, et surtout, le plus important que j'en retire de tout ça, c'est que j'ai assisté, comme disait Caroline, au premier goûter des Audacieuses, et c'est comme ça que j'ai... C'était un goûter. Ouais, c'était un goûter, ouais. C'était juste avant les Gilets jaunes, donc à cette époque-là, on pouvait se permettre de faire des goûters le samedi après-midi. Voilà. On en a fait qu'un, ça n'a pas duré. Malheureusement. Mais voilà, et ça fait partie des choses qui ont été pour moi super enrichissantes, parce que j'ai rencontré Caro, j'ai adhéré au réseau assez rapidement dans la foulée, et puis c'est vrai qu'après Caro m'a fait confiance sur plein d'événements, donc voilà, j'en ai animé quelques-uns par la suite, et je pense que si je suis là aussi avec toi à parler de tout ça, c'est parce que j'ai fait cette rencontre-là aussi, donc sincèrement, j'ai gagné, mais alors sur toute la ligne, quoi. Voilà. De fil en aiguille, donc du coup au final vos expériences vous ont mené aujourd'hui concrètement à votre activité chez Glow Up. Tout à fait. Je pense que pour moi rien n'a été c'est pas du hasard en fait, c'est un enchaînement de choses, mais justement qui découle de cette première expérience. Oui. Et puis du coup pour Steph aussi, parce qu'effectivement du coup le fait qu'elle soit aujourd'hui salariée chez Glow Up, en fait quand j'ai cherché quelqu'un d'abord en freelance puis en salarié, en fait j'ai même pas mis d'annonce, ça s'est fait en fait naturellement parce que Steph était là depuis très longtemps et que j'ai tout de suite pensé à elle en fait pour ce poste. Il y a trop d'amour sur ce podcast. J'adore. Et du coup je voulais juste revenir sur un truc que j'ai oublié de dire par rapport donc au sentiment d'échec. Moi, j'ai pas ressenti le sentiment de l'échec, mais par contre, j'ai eu un sentiment de peur qui était énorme. C'était plus la peur, ça rejoint aussi ce que disait Steph, de revenir au salariat. Pour moi, c'était viscéral en fait. Enfin, c'était impossible pour moi de revenir au salariat. C'était vraiment impossible, et c'est aussi du coup ce qui fait que après l'échec de la boutique, j'ai vraiment fait en sorte de trouver vraiment là où j'étais à ma place et de lancer le projet qui allait me permettre d'enfin vivre de mon activité en fait. C'était plus ce sentiment de peur que le sentiment de l'échec. C'est vrai que le sentiment de peur de l'échec,
Ça vient aussi pas mal quand on se demande si on veut être entrepreneur ou justement avant de lancer un projet, on a toujours la question de déjà est-ce que j'en suis capable de porter un projet. Après vient aussi le sens est-ce que c'est vraiment fait pour moi ce que je veux faire ou alors je suis un peu à côté de la plaque. Ouais. Et après il y a toujours la peur d'échouer comme tu disais, de revenir au salariat et de se dire en fait j'ai échoué, je suis pas fait pour ça alors que c'est ce que j'aime. Et c'est juste peut-être des fois c'est pas le fait d'entreprendre qui est pas fait pour la personne ou qui est pas fait pour vous, c'est le projet qui est pas en adéquation avec ce que vous êtes. C'est ça. Et je pense que c'est ça aussi qui est compliqué. Et en fait, revenir au salariat après un projet qui n'a pas fonctionné, je pense que c'est pas une fin en soi. On peut aussi réentreprendre. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise connus aujourd'hui qui ont d'abord eu un projet qui n'a pas fonctionné. Il y a plein de très bons exemples. Et je pense qu'il faut pas hésiter à ce moment-là même à se faire accompagner, pourquoi pas, comme suivre par exemple un bilan de compétences ou ne serait-ce qu'en discuter avec son entourage, alors plutôt l'entourage entrepreneurial. Les parents en général ils sont pas de bons conseils sur ça. C'est ça, on va éviter de se prendre des tu vois je te l'avais dit que ça marchait pas. Yes. Ou, voilà. Donc mais vraiment ne pas hésiter encore une fois à s'entourer d'entrepreneurs comme ce qu'on peut faire quand on vient aux événements réseautage justement. Mais je pense que se faire accompagner notamment via un bilan de compétences ça peut être une super solution parce que en fait c'est vrai que par exemple moi quand je me suis lancée je me suis dit comme disait Steph encore une fois si Steph a la voix de la sagesse aujourd'hui. si ça marche pas au pire c'est pas grave, en gros j'ai mon diplôme, j'ai mon master banque en poche et je retournerai bosser dans la banque. Mais en fait en y réfléchissant on peut aller beaucoup plus loin que ça parce que toutes ces compétences qu'on a acquises dans notre projet entrepreneurial, en fait, c'est une ressource incroyable et en fait, on peut tout à fait, encore une fois, ça rejoint aussi ce que je disais par rapport aux études et aux diplômes, en fait, on peut tout à fait se resservir de ces compétences pour recréer en fait un projet entrepreneurial avec ces compétences-là qu'on a acquises. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, faire un bilan de compétences, ça peut être hyper pertinent parce que ça peut soulever des métiers auxquels on n'aurait pas pensé parce que avec cette expérience, on a pu en fait s'auto-former et monter en compétence sur d'autres sujets que notre formation et notre diplôme universitaire ou autre initial, quoi. Et donc avec votre expérience mutuelle, est-ce que du coup Steph, toi tu envisagerais peut-être un jour de reprendre l'entrepreneuriat? Je veux vraiment que je réponde à ça devant Caro. Ouais, pourquoi pas? Non, mais après sur le long terme, longue vie. Et après pareil, est-ce que toi Caro, t'aimerais avoir d'autres projets entrepreneuriaux à côté de Glow Up? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pensé? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait en plus de ça ou alors vous ne savez pas? Pour être tout à fait honnête, j'ai des idées tout le temps en fait. Non, mais c'est vrai, je pense que je suis comme ça, j'ai tout plein d'idées. Mais après, voilà, je rejoins juste parenthèse sur ce que disait Caroline tout à l'heure sur le bilan de compétences. Donc moi, j'en ai fait un, du coup, parce que j'avais trop d'idées, justement, et je me suis dit, il faut que j'arrête avec toutes mes idées, il faut que je me concentre sur une seule. Et ce qui était hyper intéressant, c'est qu'elle m'a confortée du coup, qu'en fait, je suis quelqu'un qui travaille en mode gestion de projet. Alors moi, j'ai besoin de prendre un projet, je le monte du mieux que je peux, on arrive à ce qu'on avait prévu, et voilà, c'est bon, on passe à autre chose, quoi. Voilà. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est de voir que j'étais quelqu'un qui travaille, alors c'est très rigolo le terme, mais on avait trouvé un terme qui était sympa, une liberté cadrée. Et du coup, je me dis, peut-être que c'est pas ce dont... moi, peut-être que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément ce dont j'ai besoin. Moi, j'ai peut-être besoin d'être guidée, mais dans cette guidance, faire comme j'ai envie de le faire aussi. Et du coup, c'est ce que je retrouve aujourd'hui avec Caroline sur Glow Up. Donc, pour répondre à la question, est-ce que dans la suite, est-ce que je sais pas. Franchement, je pense pas que je sois faite pour entreprendre. Je suis faite pour avoir plein d'idées, plein de projets et les mener à bien, mais avec quelqu'un qui m'accompagne en tout cas dans ça. Et toi, Caroline, du coup, est-ce que tu as déjà eu des idées d'entreprendre donc d'autres projets ou, oui, bien sûr, énormément. Je pense qu'en fait, quand on est entrepreneur, on a ça dans la peau, on est entrepreneur dans l'âme je pense que la plupart des entrepreneurs ont tout le temps de nouvelles idées. Après, là j'ai quand même beaucoup de choses à faire avec Glow Up et depuis quelques temps j'ai quand même réussi à me canaliser et à me dire il y a tellement de choses à faire déjà pour faire grandir et rayonner Glow Up. Comme par exemple pouvoir déployer Glow Up dans d'autres villes de France ou des choses comme ça. Donc
Pour l'instant, je vais me concentrer là-dessus. Il y a déjà C'était la énormément question à faire. piège. Voilà. Agrandir l'équipe, pouvoir faire de nouveaux recrutements. Je pense que pour l'instant, j'ai vraiment envie de me consacrer à ça. Après, bien sûr, parfois, j'ai des petits projets qui arrivent et qui viennent parasiter tout ça, mais je me reprends à chaque fois. Je me dis non, on va se concentrer sur un projet. Je pense que c'est déjà énorme de faire vivre une entreprise, mine de rien. Donc voilà, je préfère faire grandir d'abord mon entreprise, mon équipe, recruter, avant de me lancer dans un autre projet. Mais je pense que oui, bien sûr, la vie est encore longue et je pense que oui, bien sûr, à terme, il y aura sûrement d'autres projets. Et puis il faut le voir comme des projets dans un projet, en fait, finalement. Oui. Tout ce que tu fais au sein de Glow Up pour... Des projets dans des projets, c'est vrai. Ouais. C'est bien dit ça. Ouais. Steph, tu as la voix de la Ouais, raison aujourd'hui. je sais pas, Waouh. ce podcast m'inspire. Bah écoute, on va continuer sur les belles phrases. Je vais vous poser une question du coup. Que pensez-vous de la phrase « Il faut passer par l'échec pour arriver à la réussite » Ça fait partie un petit peu des choses que je dis souvent. C'est une phrase, alors je sais plus si c'est Confucius ou un copain à lui qui l'a dit, mais le succès, c'est tomber 7 fois, se relever 8. Je trouve ça assez parlant. C'est pas... Oui, on peut tomber, ça arrive, c'est pas grave, on trébuche. Tant qu'on se relève, ben voilà, et peu importe le temps qu'il faut pour se relever, tant qu'on est toujours debout, voilà, on est toutes tombées dans notre vie, et c'est pas grave, quoi. Tant qu'on se relève, C'est bien, tout va bien. c'est beau, merci Steph. Et je vous dis, ce podcast m'inspire la sagesse. Voilà. Moi, oui, bien sûr, un grand oui, ça rejoint en fait ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, en tout cas pour moi, sans cet échec, j'en serais jamais arrivée là où je suis aujourd'hui. Je pense que je n'aurais pas eu cette idée d'aller m'auto-former sur les sujets qui sont aujourd'hui mes sujets de prédilection. Donc du coup, ben oui, en fait, ça a été hyper positif pour moi. Et puis, je pense que le fait d'échouer, entre guillemets, ça permet aussi de tester des choses, de voir ce qui fonctionne pas, pour être encore meilleur en fait la fois d'après. Et puis aussi de se connaître soi, en fait, de voir aussi là où on est aligné, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, ce qui nous plaît vraiment, ce qui nous fait vibrer au quotidien, parce que parfois on peut aussi se faire une idée d'un métier ou d'une activité et en fait se rendre compte au quotidien que ce qu'on imaginait ça représente juste 10% de notre temps et qu'en fait on passe 90% du temps à faire des trucs qu'on n'aime pas. Donc oui, je pense qu'en fait ça peut être vraiment que bénéfique. Avec du recul, bien sûr, parce que forcément, sur le moment, en général, c'est compliqué. Enfin, la pilule est dure à avaler, forcément. Mais je pense qu'avec du recul, oui, je suis totalement d'accord avec cette citation. On va arriver à la question signature du podcast. Je vais vous demander quels sont vos conseils donc pour tous les auditeurs qui auraient peur de l'échec et surtout quels sont vos conseils vous pour rebondir après un échec entrepreneurial. Moi c'est un peu un résumé de plusieurs choses qu'on a dites dans l'épisode. Déjà, je pense qu'il faut savoir être raisonnable entre guillemets. Et savoir dire stop, comme on disait tout à l'heure. Alors c'est quelque chose qui est très compliqué à faire, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à sonder un peu notre entourage entrepreneurial, prendre des avis. Et si on voit qu'il y a quand même plusieurs avis qui nous disent que il faudrait peut-être songer à arrêter, à changer quelque chose, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça. Même si c'est compliqué. Mais je pense que c'est très compliqué, soit de se dire tout seul, voilà, là il faut que j'arrête. Donc vraiment, j'insiste quand même sur cette partie-là et ne pas voir vraiment arrêter un projet entrepreneurial comme un échec, mais vraiment savoir dire stop au bon moment avant de se mettre trop en difficulté aussi, parce que parfois on peut s'endetter, ça peut jouer sur ça peut peser sur notre vie de famille, sur notre morale aussi. Le burn-out de l'entrepreneur, ça existe. Donc je pense qu'il faut être hyper vigilant pour pas en arriver là. Donc déjà mon premier conseil c'est voilà de s'écouter et quand on sent que ça va plus, savoir dire stop. Et ensuite aussi ce que je disais tout à l'heure, le fait de pouvoir peut-être se faire accompagner après un échec pour pas rester seul dans sa déprime, dans sa tristesse sur le fait d'avoir arrêté et justement pouvoir utiliser cette super expérience et en tirer le positif pour pouvoir rebondir derrière, soit par un autre projet, soit par le salariat, mais pas se dire c'est une fatalité, je vais devoir revenir au salariat, est-ce que je faisais avant, que j'aimais pas, et vraiment voilà, prendre du recul sur la situation, prendre le temps aussi, je pense que c'est important de se prendre un temps pour soi, même si c'est sûr il y a toujours la pression financière, parce que forcément en général quand on arrête c'est que ça n'a pas marché et que financièrement on était arrivé à un moment où on n'a plus trop de moyens financiers, mais quand même s'autoriser à se prendre quelques semaines pour prendre du recul, pour prendre du temps pour soi, pour digérer. Il faut savoir en plus que maintenant, quand on arrête un projet entrepreneurial, alors bien sûr il y a des conditions, mais on peut prétendre aussi au droit au chômage. Donc ça c'est quand même une belle avancée aussi.
Et voilà, se prendre du recul, se dire que c'est pas une fatalité ce qui nous arrive, qu'on peut rebondir avec quelque chose d'encore mieux. Et surtout bien s'entourer, c'est vraiment la clé, bien s'entourer tout le temps. Steph? Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, donc je vais pas en rajouter. Mais surtout qu'il faut dire aux personnes aussi, soyez fiers, vous l'avez fait en fait. Oui. Il y a plein de gens autour de vous qui rêvent, qui n'osent même pas le faire. Moi, je me suis pris des réflexions désagréables. Je comprends pas, avec tout ce que tu fais, t'as pas de contrat. Oui, mais moi, j'ai tenté en fait. Mais tellement. Voilà. Ouais. Donc c'est ça en fait, soyez fiers de l'avoir fait. Tant pis si ça marche pas. Au contraire, vous avez plein de clés pour plus tard, pour le salariat, pour plein de choses, ou même un nouveau projet. Donc soyez fiers de l'avoir fait, quoi. C'est tout. On s'enrichit tellement personnellement quand on entreprend. Et puis effectivement, s'il y a des critiques, en fait, c'est la jalousie. La plupart du temps, les critiques, c'est de la jalousie ou c'est les gens qui n'ont eux-mêmes pas entrepris et qui, en fait, auraient aimé le faire mais ne le font pas. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, Steph. Ce sont des belles paroles d'être fier de ça. Sur ces belles paroles, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Ça a été un super épisode, très enrichissant. J'espère en tout cas qu'il aura su inspirer et rassurer surtout nos auditeurs. Je vous remercie, Caroline et Stéphanie, d'avoir partagé le micro aujourd'hui pour ce 10e épisode, comme je le disais au début. Déjà 10 épisodes pour You Glow Girl. On est très fiers et très contentes. Merci à vous qui écoutez ce podcast. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt et bonne journée. Merci les filles. Merci. À bientôt.